Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, on commence avec les nouvelles, avec en même temps une discussion sur quelque chose qu'on m'a posé en question sur Discord en privé, donc je pense que c'est une question intéressante et c'est pour ça que je vais aussi aborder, parce qu'on a une nouvelle qui va dans ce sens-là, qui est la difficulté de miner du Bitcoin qui est au plus haut. Voilà, qui nous a fait un nouveau plus haut, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin à l'heure actuelle. Ah, c'est une news qui est importante déjà, ça veut dire que on a de plus en plus d'acteurs qui viennent tout simplement sur l'industrie du minage, parce que c'est une industrie lourde d'ailleurs, avec des gros investissements, mais ce qui est important de retenir, c'est que le Bitcoin, miner du Bitcoin, c'est excessivement rentable. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de trouver notamment des deals spécialisés pour avoir de l'électricité peu chère, et derrière, on se retrouve avec un Bitcoin qui est entre 10 000, 15 000, 16 000 dollars à peu près, en prix de revient. Donc c'est quelque chose qui est excessivement rentable. Par contre, il est important à retenir que la supply de Bitcoin sera toujours la même. C'est à peu près 900 par jour à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que peu importe le nombre d'acteurs, tout simplement, le nombre de bitcoins qui sera réparti sera toujours le même. Donc on aura tout simplement des parts de tarte plus petites. Ce qui fait qu'on a tout simplement une difficulté d'avoir accès au bitcoin. Donc ça veut dire aussi qu'on va avoir une augmentation du prix de revient du BTC. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. On considère que la difficulté n'a jamais été aussi haut, et donc forcément le prix du Bitcoin point mineur n'a jamais été aussi haut. Ça, on le regarde un peu l'impact que ça peut avoir. Et du coup, ça ouvre une autre théorie, qui est la théorie à partir de quel moment on considère que on va arriver dans un cycle où on va avoir une diminution du nombre de Bitcoin, de mineurs de Bitcoin. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, on a plusieurs strates de mineurs. On va avoir les mineurs qui vont être très implantés, très industrialisés, avec notamment des deals électriques très peu chers, notamment ceux qui vont dans l'énergie verte à surconsommation. Donc du coup, ils sont là pour tout simplement absorber cette surconsommation-là. Donc ils sont même, dans certains cas, payés pour pouvoir consommer cette partie électrique. Et d'autres où voilà, on va avoir des consommations qui vont être beaucoup plus élevées, avec un fonctionnement qui est un peu plus normal, et des deals beaucoup moins intéressants. Donc du coup, on va avoir plusieurs strates de mineurs, et il est évident qu'en fonction du cours du BTC, il va être intéressant ou non de miner du Bitcoin en fonction des deals que l'on a. Et plus le cours va descendre, moins certains mineurs vont être en positif et vont devoir tout simplement arrêter leur activité. Un arrêt de l'activité veut dire quoi ? Veut dire aussi une diminution de la difficulté de miner du Bitcoin, et donc une augmentation de la marge du BTC, et ainsi de suite. Pour les mineurs, ça va être beaucoup plus intéressant, parce que tout simplement, le BTC, pour les mineurs, pourrait redescendre, par exemple, en dessous des 10 000 dollars. Pourquoi pas, comme quand il y a eu l'arrêt, notamment le départ de la Chine qui a interdit le minage du Bitcoin, on a eu une grosse chute de ce côté-là. Donc on a un peu toute cette schématique-là. Et si on se remet en corrélation, tout ça, aussi, il y a des moments où le cours du BTC est suffisamment bas pour rendre inintéressant les mineurs, enfin certains types de mineurs. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont le mieux implantés, ceux qui ont les meilleurs deals électriques, tout simplement vont absorber je pense l'équipement des personnes, parce que forcément quand on arrête de miner, on va vendre cet équipement lourd, les ASIC qui coûtent excessivement cher, les racks, etc. Donc forcément les gros vont pouvoir absorber justement cette partie-là, racheter, et donc tout simplement croître au fur et à mesure, parce qu'ils vont rester les seuls tout simplement sur le marché. Et on peut se poser la question, et c'était l'objet de la réflexion, est-ce qu'on n'a pas vocation à aller plus bas pour que tout simplement un maximum de personnes arrêtent de miner du Bitcoin, qu'on récupère un maximum d'équipements, qu'on récupère un maximum de gâteaux, voilà, tout simplement au niveau des mineurs, et ensuite on pourra repartir sur une nouvelle vague. Comme j'ai dit, on n'a jamais été aussi haut. Après c'est normal, on a notamment une image, à l'heure actuelle, une démocratisation
du minage du Bitcoin. On arrête d'avoir cette image comme quoi miner du Bitcoin c'est sale, c'est une surconsommation électrique. Ce qui est faux, enfin faut avoir vraiment conscience de ça, c'est que à l'heure actuelle, miner sur de l'énergie fossile, c'est pas intelligent et c'est pas ce qui est plus rentable. Hein. Je veux dire, le BTC chute encore un peu et je pense que ces gens-là ne seront plus du tout rentables et on va se retrouver du coup sur une disparition totale de ça. Bon, le sujet de la discussion il est pas là, mais je pense que c'est intéressant d'aborder par rapport à ce que je vous montrerai tout à l'heure au niveau de l'analyse technique, de le garder en tête. Alors aussi, pourquoi j'ai pas parlé de ça? Parce que je suis tombé sur une autre nouvelle qui est Riot Blockchain qui va lancer justement, enfin qui va développer 1 gigawatt, enfin une usine de 1 gigawatt de minage de BTC dans le Navarro, au Texas. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une industrie qui est en plein essor, et forcément, on va avoir des acteurs massifs, ce qui est le cas aux États-Unis, qui s'implantent, et donc forcément, on va avoir des notions de difficulté qui va être excessivement compliquées, et c'est justement dans ce type de scénario où on peut se dire que si jamais on arrive sur un marché qui est saturé et compliqué, on risque d'avoir une épuration de ce marché-là avant de pouvoir repartir, et c'est un petit peu l'idée que l'on garde en tête. On continue dans les nouvelles, nous avons Fireblock qui va sur Terra. Alors Fireblock, si vous ne connaissez pas, c'est une solution de protection et de distribution d'assets en crypto-monnaie notamment. Ça sert à quoi? Ça sert à protéger par exemple les institutionnels, les fonds institutionnels sur de la DeFi. Alors c'est très important, il y a des fonds d'investissement qui utilisent ça, il y a beaucoup de choses qui utilisent ça, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour protéger et faire de la DeFi de façon totalement sécurisée, il n'y a pas mieux que Fireblock, et le fait qu'ils arrivent sur Terra veut dire que Terra en effet commence à avoir des solutions de DeFi qui est suffisamment attrayantes pour les institutionnels, et on pourrait avoir justement un flot de liquidités qui justement arrive sur l'écosystème Terra grâce à Fireblock notamment. Ce week-end, je vous fais une vidéo sur la différence entre la DeFi et la CeFi, et notamment un acteur de la CeFi que j'aime beaucoup et qui utilise Fireblock pour sa sécurité. C'est pour ça aussi que j'ai une partie de mes fonds chez eux. Je vous montrerai pourquoi ce week-end. On continue dans les nouvelles, nous avons 0x Lab qui a levé 70 millions de dollars. Donc 0x Lab, c'est la société mère de l'agrégateur d'échange décentralisé 0x. Donc on voit que malgré le fait qu'on est dans une période d'incertitude, on continue toujours à lever des fonds et des capitaux qui sont quand même excessivement conséquents. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est tout pour les nouvelles, on attaque avec notre analyse technique. Petit rappel de la situation, vague 1, vague 2, vague 3, l'IoT terminée en avril, avec derrière une vague 4 qui est en cours, un retracement ABC. Le A est égal à AC actuellement, donc on pourrait dire qu'on a terminé, mais étant donné qu'on a fait une extension au niveau de la B, j'ai tendance à penser qu'on va faire une extension au niveau de l'AC, une extension qui pourrait aller titiller, voire prendre cette A, et donc forcément valider derrière un BCARST, saut avec un saut plus bas, donc schématique, de réaccumulation de week-off. Le saut n'est pas obligé d'être plus bas que la R, mais on a des appels de prix qui se font, notamment sur un objectif ici sur cette première impulsion baissière à 2 qui se trouve à 29 750, qui serait cohérent avec notamment un shake de ce niveau-là important. Le prochain étant quand même très bas à 20 000 $, mais on le garde étant donné que nous avons un gros gap ici, nous avons une grosse extension ici. Ça pourrait arriver, même si je considère qu'il est assez peu probable de chuter aussi bas. Cette chute de C est découpée en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui est terminée, vague 5. Alors la vague 4 est terminée, oui et non, nous avons deux possibilités que l'on va voir tout de suite. Deux possibilités que nous voyons notamment, hop, pas sur ce graphique là, que nous voyons ici. Cette vague 4 qui en effet peut être terminée sur cette zone là, d'accord, avec justement vague 1, enfin A, B, C, donc le retracement de cette vague 4 qui est effectué. Nous sommes en 1 pour 1, mais on a deux objectifs qui sont ici, 52 et 50. On pourrait retrouver notamment une extension de la vague 4 pour aller titiller ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce que nous avons ici une distribution de week-off
en orange avec BC, ARST, SO, UT, UTAD, et l'UTAD pourrait arriver justement dans ces niveaux-là importants. Alors autre chose, si on considère qu'on continue une pattern et en allant justement valider 37 000 qui sont des objectifs cohérents, parce que nous avons tout simplement, quand je fais la prolongation ici de Fibonacci de cette première impulsion baissière, on voit que notre objectif nous amène à 37 200. Quand je fais une prolongation de cette vague 3 ici jusqu'au retracement qui a été effectué, on a le 618 qui se trouve à 37 000. Donc là-dessus, on a un schéma qui est très fort avec une vague 2, vague 3, vague 4, retracement, vague 5, et ensuite on sera en ABC sur les 37 000 ABC qui pourraient avoir des extensions très fortes et aller justement assez haut. Pourquoi ? Parce que si on regarde tout simplement ici, on se projette un petit peu sur une chasse aux 37 000 qui est effectuée, on voit qu'on a le 1 pour 1, donc c'est l'équivalent de cette impulsion, ce qu'on retrouve d'ailleurs ici, hein, d'accord ? Là, on a fait 1 pour 1, donc si on regarde le 1 pour 1 de cette extension-là, ça nous amène à 51 000, donc quelque chose qui pourrait valider justement notre UTAD et redescendre, et donc invalider notre vague 1, vague 2, que l'on a en tête sur une prolongation de la 5, mais qui pourrait être justement la fin de la 4 et redécaler un petit peu le cycle, ce qui n'est pas gênant non plus, qui serait gênant si jamais on cassait et on validait la cassure des 52 250 avec notamment une belle bougie pleine dessus. Voilà, ça c'est le seul élément sur lequel on peut se garder en tête. Donc là, on a cette schématique là, moi j'ai tendance à considérer qu'on est toujours en phase de descente avec un cours qui va nous amener dans les 37 000. 37 000 qui correspond notamment, si on regarde ici, cette zone ici, donc nous avons tout simplement un canal de résistance qui est effectué avec la résistance Ishimoku Weekly qui se trouve ici, le retracement qui se trouve ici, et les prolongations de Fibonacci qui se trouvent là, plus ici la liquidité de cette inducement qui se trouve ici. Bon, on a quand même un appel de prix qui est très très gros sur cette zone des 37 000, et c'est vrai que on a tendance à penser que malgré le fait qu'on soit un petit peu sur 2-3 jours intéressants, on va avoir une continuité baissière pour toucher les 37 000, au moins les valider une fois, et après potentiellement repartir vers une réaction haute, et aller plus loin. Alors, nous avons ici, sur une vue 1 heure, un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde cette impulsion baissière avec le retracement qui est effectué, on voit que ici on a travaillé le 1,618, on voit que cette remontée qui a été effectuée par rapport au mouvement initiateur, on est allé travailler les 0,5, donc on voit qu'on a quand même un respect de Fibonacci qui est très fort, et ça c'est un avantage parce que ça veut dire qu'on est capable de pouvoir se dire que de façon cohérente et intelligente que on va avoir des réactions fortes au niveau des ratios de Fibonacci. Donc ici on voit qu'on a commencé à avoir une première réaction au niveau du 618 à 39 637, donc pour une continuité baissière. Est-ce qu'on va aller chercher le 700, hop, on le décale un peu, le 786 qui se trouve ici, ça c'est à voir, voilà. J'aurais tendance à vous dire potentiellement oui, étant donné que nous avons quand même ici un appel de prix qui peut être intéressant avec un order block qui se trouve là, notamment en 30 minutes, donc pourquoi pas aller chercher ce niveau-là, ça pourrait être cohérent. Surtout que là nous avons un travail de prix qui est en train de se faire, mais, et ça c'est un gros mais, il va falloir faire attention étant donné qu'ici nous avons un travail du prix qui se trouve au-dessus de 50, une perte de momentum au-dessus de 50, généralement ça veut dire que c'est une préparation à la chute, avec une chute du momentum qui est effectuée, et donc une prolongation de la descente. Et d'ailleurs, si on regarde, on s'extrapole un petit peu, on va regarder un petit peu où ça nous mènerait. Si jamais on considère qu'on s'arrête là et qu'on chute, on ne fait pas de plus haut, ça nous mettrait en 1 pour 1 à 36 641. C'est quand même un peu bas par rapport aux autres objectifs. Et si on va au 786, 37 000. Ah, donc peut-être aller toucher les 40. Toucher les 40 pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons notre Open Interest qui, en l'occurrence pour le 29 avril, a encore bougé. Donc j'ai laissé le screen que j'ai fait la dernière fois pour pouvoir comparer. C'est toujours très intéressant de voir. On était à 41, là on est passé à 40. Et si on regarde un petit peu, le ratio put-call a changé. On est passé de 66-63, ce qui est normal étant donné que nous avons eu des closings qui ont été effectués, notamment au niveau des put-open.
On voit que on est passé de 19 000 à 18 300. Donc c'est intéressant de voir, et on a eu des calls qui ont été augmentés. Donc on a quand même plus de calls qui ont poussé et des puts qui ont été diminués. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement une restructuration du cours qui a été effectuée. Et on regarde, on n'a pas bougé au niveau du volume total de Open Interest. Donc du coup, au niveau des options, c'est intéressant de voir qu'on est en train de structurer sur quelque chose de bas, même quelques jours avant la fin des options. Enfin même quelques heures, on pourrait le dire. On continue avec l'order flow qui est en train de se structurer un petit peu différemment. On avait ici une invalidation par rapport à ce que je vous avais présenté hier, où on avait une augmentation du cours qui était en train de se faire ici au niveau des pourcentages de longues, et ici des positions sur du short qui étaient en train, toujours très très forte, en train de se faire. Là on retourne sur quelque chose qui est cohérent, avec une augmentation des positions longues, un nombre de comptes longues très fort. On a un open interest qui est toujours au-dessus de 80, mais qui n'augmente pas, c'est toujours ça, on va considérer. Néanmoins, si on regarde par rapport à la chute globale, on voit que il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, début avril, on était en dessous de 1,6. D'accord, là on est plus dans les alentours de 1,7. Donc le ratio Open Interest Market Cap, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'Open Interest sur la totalité du marché. Donc on voit qu'on est quand même très leveragé encore, beaucoup trop à mon goût, avec quand même majoritairement des positions longues. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de liquidités qui se trouvent au sud, donc une tendance à aller chuter, notamment à 37, ce qui validerait aussi justement cette continuité à 37. Il faut juste faire attention à pas se faire embarquer, parce qu'il y en a un break des 37, ça voudrait dire que potentiellement on va chuter plus bas, et plus bas, là plus bas c'est très bas. Plus bas, les prochains objectifs sont à 36 100 et sinon 34 386, avec notamment ici une validation de la distribution, parce qu'on irait chercher en dessous du saut. On va peut-être prendre celui-là pour que ce soit un petit peu plus clair. On irait casser en fait ce niveau-là, et la cassure de ce niveau-là entraînerait une chute drastique, parce que là ça voudrait dire la fin de la distribution de Wyckoff, fin de distribution de Wyckoff égale capitulation, capitulation égale chute. Ça veut dire qu'on pète aussi ce niveau-là directement, parce que là on va avoir des clusters de liquidation massifs qui vont se faire dans cette zone ici, et donc chute égale de l'autre côté validation de l'accumulation par Wyckoff en noir, SCR, ST, STB. Après, est-ce qu'on descend un petit peu plus? On va titiller l'objectif qu'on s'est donné à 30 000, 29 400, qui sera un objectif cohérent pour un STB et un Spring, pour un redépart haussier très fort. Et du coup, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ici on aurait donc une baisse du prix dans ces zones-là, avec un cours qui est en train d'augmenter. Donc on pourrait en effet avoir tout simplement une chute du prix moyen du BTC pour les mineurs, et donc un abandon de personnes qui est en train de se faire, un rachat des mineurs qui sont en train de se faire, consolidation, et on retravaillerait à la hausse. Ensuite, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu là. Alors, bon, il y a de nouvelles fondamentales qui sont rentrées, mais même on voit qu'on a eu chute ici qui s'est effectuée, hop, et là on a eu commencé à avoir un décrochage qui s'est fait. Donc forcément un manque de rentabilité qui s'est donné au niveau des mineurs. Bon, après c'est vrai que l'industrie a beaucoup évolué entre temps, ça bouge très très vite en même pas un an, mais néanmoins on a une manque de rentabilité ici des mineurs, abandon des mineurs qui est effectué. Bon, après il y a des départs qui ont été effectués aussi, enfin voilà, il y a encore autre chose qui rentre en compte, mais c'est un peu l'idée qu'on pourrait retrouver ici, chute ici, redépart, parce que là on voit tout simplement le prix moyen qui est effectué, mais néanmoins il faut vous dire que on a derrière une vague au-dessus qui va être quelque chose comme ça, voire même peut-être un petit peu plus agressif, comme ça, qui sont les mineurs qui n'ont pas les meilleurs deals. D'accord, donc globalement, ici on a les mineurs qui ne sont pas industrialisés, on n'a pas les gros joueurs, et dans la partie en dessous de cette courbe-là, on a les gros joueurs. D'accord, donc si on a un cours qui descend dans ces zones-là, on va se retrouver vraiment très proche, et là on risque d'avoir ici un abandon de ces mineurs-là, donc une baisse de la difficulté, donc un prix de revient, hop, qui va chuter, et donc forcément, là, tous ceux qui sont en dessous vont racheter les ASIC, vont récupérer d'autres deals et donc vont pouvoir pousser à la hausse. Et donc là-dessus, il est intéressant de le noter. C'est que on a aussi une bataille d'industrie qui est en train de se faire. Et il faut vous dire que certains mineurs possèdent tout simplement un portefeuille de BTC qui est juste colossal. Et donc il n'est pas forcément intéressant d'en vendre maintenant, à moins que ça vous donne tout simplement un lead par la suite sur le marché en lui-même. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'il faut toujours considérer, c'est le même principe avec les market makers, qu'est-ce qui est le plus intéressant?
combien coûte pour bouger le prix. Est-ce que c'est intéressant de faire bouger le prix maintenant? Pourquoi? Sur du long terme, pas du long terme. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Pareil demain, les 40 000, est-ce que c'est vraiment intéressant de rester à 40 000 ou est-ce que c'est intéressant d'aller liquider les gens en bas? Quel est l'intérêt? Voilà, c'est quel est le plus rentable et ça se fera le plus rentable. Parce que certes, l'option qui est à 40 000, c'est bien, c'est en effet le maximum price. Mais je veux dire, être à 37 000, on fait excessivement mal aussi, moins mal qu'à 40, mais ça se trouve, on aura liquidé plus de gens et on va gagner plus en termes de volumétrie. Et donc du coup, on a toute cette schématique-là qui est compliquée à voir. Je pense que monter au-dessus de 41, c'est compliqué pour le cours à l'heure actuelle. Peut-être semaine prochaine ou après, mais je pense qu'il est plus intéressant d'aller descendre dans les clusters de liquidation au niveau des 37 000 pour pouvoir tout simplement faire un nettoyage massif. On finit le nettoyage de printemps, idéalement, pourquoi pas descendre un chouïa plus bas, et ensuite on pourrait repartir à la hausse, ce qui serait très bon signe pour le marché pour potentiellement un été justement dans le vert. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.